Comment peut-on faire pour prendre soin de notre santé et surtout pour passer à l'action? Moi, c'est un sujet qui me fascine comme physiothérapeute, kinésithérapeute en France. J'ai à accompagner mes patients pour les soutenir dans cette étape, dans ces étapes de la réadaptation, de la guérison. Et c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Il nous est tous arrivé, peut-être que c'est votre cas, vous pourrez peut-être me proposer des exemples de situations que vous avez vécues où vous souhaitez poser un geste pour prendre soin de votre santé. Vous voulez le faire, mais vous ne passez pas à l'action. Et on va passer un bon bout de temps aussi à parler de motivation. On va parler aussi de prévention. Vous le savez, c'est un sujet qui me passionne. J'en parle dans plusieurs de mes livres, mais particulièrement ces 3 livres-là. Donc, il y a plusieurs choses que je vais vous présenter aujourd'hui qui sont tirées de mes livres. Alors, pourquoi est-ce si difficile de poser des gestes pour prendre soin de sa santé? Comment on prend une décision? Comment on accepte de prendre une décision? Il y a 4 conditions qu'on doit rencontrer pour adopter un comportement de santé. Et là, on n'est pas du tout dans le jugement, on est dans la constatation. D'abord, on doit être persuadé que le problème ou la maladie ou la douleur nous concerne. Alors, ça peut sembler une évidence, alors je vais vous dire 4 évidences, mais moi, avant de faire mes recherches, tout ça, puis d'y réfléchir sérieusement, j'aurais pas pu nommer ces 4 éléments-là facilement. Donc, on doit être persuadé que le problème ou la maladie nous concerne. Alors, si vous souhaitez accompagner quelqu'un, par exemple, à faire un programme d'exercice ou à changer son alimentation ou à faire de l'exercice, c'est une condition sine qua non. Ensuite, la personne doit croire qu'il y a des conséquences importantes associées au problème ou à la maladie ou à la douleur. Alors peut-être que c'est vrai pour vous aussi. Alors peut-être que vous avez souhaité prendre soin de votre posture et c'est quelque chose que vous vouliez faire, mais est-ce que vous avez vraiment conscience qu'il y a des problèmes, des conséquences à ne pas modifier votre posture? Je donne cet exemple-là. Le 3e élément, croire que la proposition est bénéfique. Et il y a vraiment, j'utilise le mot croire à dessein, c'est une question de croyance dans le sens large du terme. Je dois croire que la proposition, le traitement, le programme d'exercice, le médicament, les exemples sont infinis, est bénéfique. Et 4e point, il faut croire que les bienfaits de la proposition sont plus importants que les désavantages. Donc, que les avantages soient plus grands que les désavantages. Le fameux bénéfice-risque, on a beaucoup parlé de ça dans un contexte de pandémie, mais je trouve, et corrigez-moi si on l'a fait aussi, on a fait ça dans votre coin de pays, mais on a très peu parlé de l'évaluation bénéfice-risque pour la personne. Et cette évaluation-là qu'on fait consciemment ou inconsciemment, donc du rapport entre les avantages et les désavantages, peu importe la proposition qu'on nous fait pour améliorer notre santé, bien, cette évaluation-là, bénéfice-risque, on l'a fait avec nos propres critères. Et encore une fois, ce n'est pas une question de jugement. Au contraire, on doit être à l'écoute de ça. Et moi, comme professionnel de la santé, je fais un effort et je me rappelle chaque fois que c'est d'abord la personne qui fait cette évaluation-là avec une série de critères peut-être ou avec sa propre réalité. Mais c'est important de ne jamais l'oublier et c'est important aussi peut-être d'en prendre conscience, peut-être de votre côté, si vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à passer à l'action, par exemple. Il y a la pyramide de Maslow, je vais vous la montrer. Peut-être que vous êtes familier ou familière avec ça. Ça nous présente les besoins qu'on a, nos besoins physiologiques qui sont à la base de la pyramide. Donc, si je n'arrive pas à m'alimenter, bien, probablement que je serai assez imperméable à cette proposition de santé que mon kinésithérapeute ou mon physiothérapeute m'aura fait parce que mes besoins fondamentaux ne sont pas assouvis, disons. Besoin de sécurité, vous les voyez, besoin d'amour, d'appartenance, on pourrait trouver d'autres noms, d'autres termes, là, mais besoin d'estime de soi, ça aussi c'est important. Et besoin d'auto-actualisation. Lorsqu'on évalue ce rapport avantage-désavantage, on commence par nos besoins consciemment ou inconsciemment. Il y a aussi l'information qu'on a, l'information qu'on peut aller chercher et l'information qu'on peut comprendre et qu'on peut analyser. Par exemple, si vous voulez soulager des douleurs au cou par un programme d'exercice, je donne souvent l'exemple des programmes d'exercice, mais on peut parler de la marche, des activités physiques ou de d'autres stratégies ou de d'autres propositions thérapeutiques. Si pour moi le cou, c'est la nuque, c'est la peau, j'ai moins d'informations sur la biomécanique,
ben, mon information moins peut-être précise va teinter peut-être aussi ce fameux rapport avantage-désavantage. La formation de l'os, si vous voulez prévenir l'ostéoporose, ça aussi c'est un bon exemple. Si vous me demandiez de vous expliquer la formation de l'os, c'est quelque chose qui est assez complexe et je prendrai plus que 2 minutes pour le faire. Alors, si on ne comprend pas bien parce qu'on n'a pas suffisamment l'information, la formation de l'os, ben, de prévenir l'ostéoporose, ça sera quand même beaucoup plus abstrait. Il y a les croyances aussi. Et les croyances au sens croyances religieuses, mais au sens large. Et les croyances, c'est aussi quelque chose de très vaste. Par exemple, si je vous dis que 1 plus 1 donne 3, vous n'allez probablement pas me répondre « je te crois pas ». Vous allez me dire « c'est faux ». Là, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est un calcul mathématique simple. Mais en santé, ce sont rarement des calculs mathématiques simples. Il y a toujours des facteurs de risque. Chaque personne est différente et ça laisse un immense champ aux croyances. Et encore une fois, il ne s'agit pas ici de juger les croyances de tout un chacun, mais de se rappeler, et pour soi-même aussi, que notre évaluation du rapport avantage-désavantage est aussi teintée par les croyances. Moi, j'ai traité des patients qui étaient convaincus qu'ils ne feraient jamais d'AVC parce qu'il n'y avait jamais eu d'AVC dans leur famille, dans leur entourage, et ils étaient convaincus qu'ils n'en feraient pas, et ils en ont fait. C'était une croyance qui n'était pas fondée sur quelque chose de scientifique, mais cela teintait leur comportement. Les émotions. Et là aussi, c'est une réflexion qu'on peut tous faire. Est-ce que les émotions teintent notre décision de poser un geste si j'ai peur de bouger? Parce que je me suis blessé de façon absolument terrible il y a plusieurs années. Et j'ai développé une peur de faire du ski, de faire de l'activité physique. Cette peur court-circuite complètement ma réflexion et ce rapport avantage-désavantage sera complètement subjectif et j'aurai probablement une difficulté d'adopter un comportement qui me fait peur. Je vous donne l'exemple de la peur. On pourrait parler aussi de la culpabilité. La culpabilité, c'est une émotion qui est, j'allais dire, secondaire, en sens que la peur, c'est une émotion primaire. S'il y a un tremblement de terre près de chez vous en ce moment, vous allez probablement sortir à l'extérieur. C'est une émotion primaire. Et une émotion secondaire, comme la culpabilité, ça nous demande une analyse de la situation, en quelque sorte, qui demeure également subjective. Alors, la culpabilité, c'est souvent une émotion qui accompagne mes patients, malheureusement, et qui devient parfois un frein, parfois un moteur, mais parfois un frein aussi. Toujours dans ce qui teinte notre évaluation bénéfice-risque ou avantage-désavantage, la désinformation, et ça, on doit absolument en parler. C'est pas nouveau, il y en a toujours eu, mais bien sûr, avec les réseaux sociaux, il y en a vraiment beaucoup. Et si je reste dans le domaine musculo-squelettique, il y a une quantité incroyable de désinformation qui passe notamment par la publicité qu'on voit sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, les petits bidules qu'on veut vous vendre pour vous faire perdre du poids, avoir des abdominaux parfaits, pour pouvoir vous tenir plus droit. Tout ça, c'est une forme de désinformation parce que c'est de la publicité, mais dans les réseaux sociaux, publicité se confond souvent avec information et désinformation. Et la désinformation peut aussi conduire vers la méfiance. Il y a d'autres éléments aussi qui peuvent conduire vers la méfiance envers les institutions de santé. Et cette méfiance qui est grandissante peut être un facteur aussi de refus de passer à l'action parce que tout ça teinte notre évaluation avantage-désavantage, mais je trouve que ça nous permet d'avoir une opinion sur le processus décisionnel, sur les conflits décisionnels. Alors, cette méfiance envers le système de santé est aussi un facteur déterminant dans notre refus ou dans le refus d'une autre personne d'adopter un comportement de santé, par exemple, qui a été démontré scientifiquement que peu de gens contestent jusqu'à un certain point. Et il y a une méfiance qui est très forte, qui s'ajoute, et à ça s'ajoutent des émotions. Alors, si on récapitule, on doit être persuadé que le problème nous concerne, ou le problème de santé. On doit aussi avoir
une perception des conséquences qui peuvent nous toucher de ce problème, croire que la proposition est bénéfique et aussi croire que ou mesurer en quelque sorte ce rapport bénéfice-risque ou avantage-désavantage et que ce rapport doit être positif en ce sens que ça doit nous permettre de prendre des décisions. Alors, si jamais vous avez des questions, écrivez-les-moi, précédez votre question de la lettre Q. Si vous avez des commentaires aussi, n'hésitez pas. J'essaie de tout lire en même temps que je vous présente cette conférence, ce direct. J'espère que le direct vous a été utile. Je vous le dis souvent, vous pouvez cliquer j'aime sur YouTube, partager, commenter. Ça favorise, en fait, ça me donne plus de visibilité et ça me permet aussi de vous produire de nouveaux contenus. Vous avez été vraiment nombreux à vous abonner à mon infolettre. Vous allez sur mon site, denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner, évidemment, c'est gratuit et vous allez avoir les informations une fois par semaine de mes interventions dans les médias, tout ça. Et vous allez avoir les liens de mes chroniques et aussi les prochains directs. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, puis au plaisir de vous retrouver.